Et on conseille beaucoup à l'entourage du nouveau-né, donc aux grands-parents, aux frères, etc., qui sont susceptibles de tousser sur le nouveau-né, après la coqueluche femelle et qui tousser sur le nouveau-né, de faire le point sur leur vaccin. Est-ce qu'ils sont à jour ou pas? Et si le rappel coqueluche date de plus de 5 ans, il est fortement conseillé que ces personnes proches soient vaccinées. Actuellement, c'est un problème urgent, important. D'accord? La rougeole. La rougeole, c'est un virus qui peut donner des complications encéphaliques, neurologiques, encéphaliques, un retard mental, etc. Mais aussi, malheureusement, la mortalité dans un cas sur 3000. Ça, on gagne beaucoup plus souvent que l'auto. Pareil, la rougeole en avril dernier, cette année. Attention, en Europe, 1000 cas en 2022, 40 000 cas en 2023. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. En France, 15 cas en 2022, 117 en 2023. Il se passe quelque chose. Le virus, c'est important parce que la pression vaccinale, la population en général n'est plus suffisamment vaccinée, donc le virus reprend la place. Ah, pareil pour la rougeole, attention, les médecins ont été incités à refaire le point sur le calendrier vaccinal de leurs patients. La rubéole, c'est aussi un virus qui peut donner des complications neurologiques et encéphaliques, une surdité importante chez l'enfant, aussi des fausses couches, elles sont dramatiques. Donc la rubéole, si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, qui envisage une grossesse, demandez-lui, ça va être proche, est-ce que tu es à jour de ta rubéole, de ta vaccin rubéole? Regarde, c'est oui ou non. Si elle n'est pas à jour, il faut conseiller fortement d'aller voir son médecin pour faire le vaccin, à condition de ne pas tomber enceinte dans le mois qui suit le vaccin. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, incitez les personnes proches de vous susceptibles d'être enceintes de regarder où elles en sont de leur rubéole, de leur vaccin rubéole. D'accord? Une question, madame? Pendant la grossesse, c'est pas à faire commander, ouais. C'est un peu tard. Mais... Comment? Vous avez parlé d'une catastrophe. Disons qu'une grossesse qui se termine par une fausse couche, À cause du vaccin. à cause du virus, la personne n'est pas protégée, attrape la rubéole. Pas à cause du vaccin, non. La personne n'est pas protégée contre la rubéole. Manque de peau pendant la grossesse, la femme enceinte attrape la rubéole. Il y a de fortes chances que ça se passe bien, mais malheureusement, ça peut aussi, comme on l'a vu, donner une fausse couche, qui, à ma connaissance, n'est jamais un moment très agréable à vivre. Donc si ça dépend aussi du terme auquel la fausse couche apparaît. Ça peut ne pas donner de fausse couche, mais donner des complications comme on l'a vu, neurologiques, encéphaliques, une grosse surdité, avoir un enfant voilà, toute sa vie avec un gros appareil, c'est une surdité extrêmement profonde. Donc voilà, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est pas une situation très agréable à vivre. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a des vaccins qui protègent contre des infections sexuellement transmissibles? Oui, vous faites oui, mais ça protège lesquels alors? Comment? J'ai pas entendu. Non? L'hépatite B, j'ai entendu? Papillomavirus, il y en a d'autres? D'accord. Et quel est le meilleur vaccin contre les infections sexuellement transmissibles? Le meilleur? Le préservatif, effectivement. Est-ce qu'il y a des préservatifs qui sont remboursés par l'assurance maladie? Oui. Eh ben oui. Oui. Voilà. Certains préservatifs sont remboursés par l'assurance maladie. Il y a des préservatifs masculins et des préservatifs féminins. Certaines marques de vaccins préservatifs masculins sont remboursés. Voilà. Les préservatifs féminins, d'autres non. Si vous connaissez des personnes de moins de 26 ans qui pourraient avoir besoin d'une protection contre les infections sexuellement transmissibles, vous pouvez leur dire que certains vaccins sont remboursés à 100%. Comment? Certains préservatifs sont remboursés aussi à 100%, sans prescription médicale, sans ordonnance. Il faut avoir simplement sa carte vitale ou une carte d'identité. L'anonymat est préservé pour les personnes mineures. Simple déclaration sur l'honneur. Donc c'est assez souple comme délivrance de préservatifs pour les personnes de moins de 26 ans. Par contre, si la personne a plus de 26 ans, là le remboursement est à 60%, c'est quand même remboursé, mais à 60%. Et là, il faut une prescription médicale. Voilà.
D'accord? Donc si vous avez dans votre entourage des personnes concernées par ce schéma de protection par rapport aux infections sexuellement transmissibles, vous pouvez le lancer. Donc les vaccins, on l'a dit, il y a l'hépatite B qui a été citée, et l'infection au papillomavirus. Alors, l'hépatite B, les facteurs de risque d'attraper l'hépatite B, c'est d'avoir des partenaires sexuels multiples, et aussi, mais c'est pas fait quand on utilise des drogues intraveineuses, quand on a des comportements dits à risque par rapport à l'infection virale hépatite B, il est fortement recommandé de regarder si on est vacciné contre l'hépatite B. Si ça n'est pas le cas, il est intéressant et important d'aller faire le point avec un professionnel de santé. Le papillomavirus, il est actuellement recommandé par la Autorité de santé pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans. Et les garçons de 15 à 19 ans aussi les plus grands, les filles aussi, quand on rattrape le calendrier. Et aussi pour les hommes qui ont jusqu'à 26 ans, qui ont des relations avec les hommes. Donc, ce vaccin protège contre un virus qui peut donner une lésion cancéreuse. C'était la première fois il est sorti depuis plusieurs années, qu'on faisait le lien entre une infection virale et l'apparition de lésions cancéreuses. D'accord? Donc, il protège aussi certains cancers du col. Mais dites bien aux personnes qui sont vaccinées par l'HPV que ça ne dispense pas, chez les femmes surtout, de faire le type de dépistage régulièrement. Parce que ça ne protège pas contre toutes les infections et tous les virus qui peuvent, toutes les lésions qui peuvent atteindre le col. Donc être vacciné contre HPV, c'est fortement recommandé. Ça n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé, mais ça ne dispense pas du dépistage régulier du cancer du col par les franquis. D'accord? Et l'année dernière, il y avait une campagne de vaccination gratuite chez les collégiens et collégiennes qui va recommencer cette année. Les élèves de 5e, on leur propose d'être vaccinés contre le HPV. Pardon? D'accord? Bon, tout ça, c'est réglé, comme on l'a dit, par un organisme, les conseils, les recommandations, la Haute Autorité de Santé, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, plusieurs fois, qui donne des recommandations, des conseils aux professionnels de santé en disant, pour les vaccins, etc., il faut le faire à telle date, etc., telle pathologie. Cette Haute Autorité de Santé se repose sur des avis de comités d'experts ou des professionnels, et il en sort donc des recommandations spécifiques ou générales. Actuellement, à ce jour, on a dit qu'il y a des vaccins obligatoires et d'autres qui sont recommandés. À ce jour en France, il y a 18 vaccins obligatoires qu'on va voir tout à l'heure dans le calendrier. Et il faut être à jour de ces vaccins pour rentrer, de ces vaccins-là, ces 11 vaccinations obligatoires, pour rentrer en collectivité. Actuellement, c'est comme ça, suite aux recommandations de l'AHR. Tout ça pourquoi? Pour augmenter cette fichue pression vaccinale, pour ne pas se retrouver avec l'agent infectieux qui reprend le bout de son nez parce que le taux de vaccination dans la population a baissé. C'est toujours ça. Voilà, donc le calendrier, je ne sais pas si vous voyez de loin. Les 11 vaccinations obligatoires sont ici. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, pneumocoque, rougeole, oreillon, rubéole et méningocoque C. Ça, ce sont les 11 obligatoires. Toutes les autres sont recommandées en fonction de ces facteurs de risque personnels. D'accord? Voilà. Et à chaque fois, si vous posez le pour et le contre, est-ce que j'ai tel facteur de risque, est-ce que ça vaut le coup, je suis vacciné, oui ou non, etc. C'est une discussion avec le professionnel de santé que vous aurez en face de vous. D'accord? Il n'y en a que 11 obligatoires. D'accord? Le principe, non, on injecte toujours une partie de l'agent infectieux pour réveiller l'immunité de l'organisme qui fabrique des anticorps pour nous protéger le jour où on rencontrera cet agent infectieux, fabriquer des anticorps pour le détruire. C'est toujours ça. Selon l'OMS, les vaccins permettent de sauver 2 millions de vies par an. Bon, normal. Et on se vaccine, c'est aussi un geste collectif, c'est un jeu d'équipe les vaccins. Si on joue tout seul avec la balle au pied, ça ne marche pas, c'est un jeu d'équipe. Les vaccins, c'est ça, on se protège soi-même et les autres. Se protéger les autres, c'est cette pression vaccinale. C'est exactement pour la coqueluche, par exemple. Quand on va être grands-parents et qu'on se protège. Si je peux me permettre d'apporter la contradiction, la coqueluche, il n'y a jamais eu autant de vaccinés aujourd'hui. On écoute Camille Loche, un professionnel de la vaccination contre la coqueluche. Camille Loche dit lui-même que ce
qui est mis en place aujourd'hui n'arrive pas à éradiquer la coqueluche, qui est vraiment un problème récurrent par cycle, à peu près tous les 5-6 ans. Il dit notamment que les vaccins acellulaires, Camille Loche, c'est un Français très renommé à Lille, il dit que les vaccins acellulaires n'apportent pas d'immunité mucosale, et ce qui fait que justement on reste transmetteur. Donc pourquoi on peut pas changer de stratégie à un moment donné et dire à tout le monde de se vacciner alors que ça n'empêche pas la transmission. Vraiment focaliser sur ceux qui sont en danger, les enfants et les personnes âgées, et peut-être les personnes immunodéficientes. Mais vraiment réfléchir un peu Eh bien, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Aux personnes susceptibles d'être enceintes, qui ne sont pas un jour de la coqueluche, d'être protégées. L'entourage proche des personnes à risque, protéger l'entourage proche des bébés qui vont avoir un bébé. Donc se focaliser sur les populations à risque devant l'augmentation du nombre de cas. C'est ce qu'ils sont en train de réfléchir à l'HAS, adapter la stratégie vaccinale. À ce jour, le vaccin coqueluche reste obligatoire systématiquement. Peut-être qu'un jour il ne le sera plus. À ce jour, c'est une règle. Bon. Peut-être qu'un jour on nous dira qu'on peut traverser au vert et qu'on peut griller les feux rouges. À ce jour, ce n'est pas le cas. Mais ils sont en train de se dire, ciblons cette protection coqueluche par rapport aux populations à risque. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste pour de quand date le premier vaccin, à peu près, qu'est-ce qu'il a inventé, c'est qui? Pasteur. Eh ben non, on est trop chaud. Hein. En Angleterre, un vaccin. En Angleterre, c'est monsieur Jenner qui a inventé le vaccin contre la variole, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une population en Angleterre qui n'attrapait pas la variole. Bien, c'est bizarre, et cette population-là, c'était les gens qui traînaient des vaches, qui avaient une maladie qui s'appelle la vaccine. Bien, c'est bizarre. Il a fait le lien, et il a développé le premier vaccin contre la variole. Pasteur, lui, c'est 100 ans après. Contre la rate. Bon, voilà. Les résurgences possibles, bah, si actuellement la politique vaccinale, c'est toujours, sauf preuve du contraire, majorer la pression vaccinale pour que l'agent infectieux ne reprenne pas le coup de sondé, mais il peut y avoir des effets surprenants dans certaines populations. Donc plus ça va, plus on va peut-être cibler certaines populations pour le vaccin, certains vaccins. Les contre-indications au vaccin, ça existe, hein, mais elles sont extrêmement rares. Les contre-indications médicales au vaccin sont extrêmement rares. C'est quand on a fait une allergie importante, un effet secondaire important quand on a fait la première injection, un vaccin était un effet secondaire grave, là c'est une contre-indication définitive. Ou quand on sait qu'on a une allergie grave prouvée médicalement, à un des composants du vaccin. Donc, être allergique, avoir une contre-indication attribuée à la vaccination, ça peut exister, hein, tout est possible, mais ça se compte sur le doigt des deux mains. Bon, partie de se faire vacciner, bon là c'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive de tous les professionnels de santé que vous pouvez rencontrer pour aller discuter vaccins. Évidemment votre médecin, les sages-femmes, les centres de vaccination, la pharmacie, le pharmacien, l'infirmier, les services de vaccination pour les étudiants, l'université, etc. D'accord? Alors, juste un petit focus sur ce dont on a parlé actuellement, ce qui se passe. Mpox, ça vous dit quelque chose? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un virus qui s'attrape d'humain à humain via un contact rapproché. Ça date de quand ce virus-là, à votre avis, il vient d'arriver? Il y a 10 ans, il vient d'arriver. Début au Danemark. Il y a combien de temps? Ça fait longtemps, puisque ça date de 1958, effectivement, au Danemark. Des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des singes qui présentaient une maladie qui ressemblait à la variole. D'où le mot M, donc Mpox, c'est variole. 58, donc c'est pas nouveau. Et en 70, pour la première fois, on diagnostique cet agent infectieux chez l'homme. En 2022, il y a 2 ans, il y a eu une épidémie mondiale, et là, en 2024, il y a eu une nouvelle épidémie mondiale, avec la même famille de virus, mais une autre sous-classe qui semble plus dangereuse. Donc, le ministère de la Santé américain, à ce moment-là, a dit qu'il faut qu'on s'accélère sur la vaccination contre cet agent infectieux pour éviter que ça prenne des proportions inquiétantes. La Haute Autorité de Santé, au 3 septembre dernier, donnait cette stratégie-là. Vacciner si on met un sujet à risque élevé de contracter le virus, c'est-à-dire de vacciner dans les 4 jours qui suivent le contact à risque. En général, ce sont des personnes qui ont des relations rapprochées avec des hommes sexuels, relations sexuelles, les professionnels de santé qui travaillent dans les lieux où il y a des relations sexuelles rapprochées.
Si on a eu un contact à risque, on conseille fortement d'être vacciné dans les 4 jours qui suivent le contact à risque. Et par contre, si on appartient à un groupe à risque et qu'on n'a pas eu de contact à risque récent, on conseille aussi d'être vacciné. Et les personnes qui ont été vaccinées lors de la dernière épidémie en 2022, on leur conseille de faire une dose de rappel à Covid. Pareil, il y a plein d'endroits où on peut se faire vacciner. En allant sur Internet, on peut trouver le site de tous les endroits où les personnes peuvent se présenter et être vaccinées. Il suffit que la personne se présente, dise qu'elle est une personne à risque et qu'elle a eu un contact à risque et le vaccin lui est proposé après évaluation du médecin ou de la professionnelle de santé qui est dans ce centre. Il y a un numéro de téléphone aussi, 0820 90 80 69, si la personne s'interroge par rapport à cette pathologie, est-ce qu'elle doit être vaccinée ou pas. Un numéro gratuit, on peut poser ces questions. D'accord? La vaccination Covid est devenue un classique. Un classique, maintenant, c'est un copier-coller de la vaccination grippe. Voilà. C'est la même population à risque que la vaccination de la grippe. Donc les personnes après 65 ans sont considérées à risque d'attraper la grippe, avec des complications de la vie. Ça n'empêche pas d'attraper la grippe, mais ça diminue le risque de complications sévères. Et ben, c'est le même raisonnement pour le Covid. On couple le vaccin Covid et le vaccin Covid. C'est pas la même seringue, mais on fait en même temps. Attends. Donc, pour cette population-là, 65 ans, une dose chaque automne. Une dose de vaccin grippe, une dose de vaccin Covid. Ouais. Alors, attends, je suis pareil. Et 80 ans, si on a plus de 80 ans, si on n'en est pas, ou si on a une pathologie qui fait qu'on n'a pas de bonne défense immunitaire, on propose aussi, non seulement de faire la dose à l'automne, mais aussi une dose au printemps. Alors, chez les personnes qui ne sont pas à risque, on demande d'attendre 6 mois entre l'infection Covid et le vaccin. Chez les personnes à risque, notamment ces personnes-là, là, on propose une injection après 3 mois après l'infection, ou la dernière injection. Ces personnes à risque. C'est pris à charge à 100%, même pour les personnes qui ne sont pas à risque. Une personne jeune qui n'a pas de risque, qui veut se faire vacciner contre la Covid, elle est prise en charge à 100%. Et la campagne vaccinale grippe Covid va commencer le 15 octobre prochain. Comment? Vous avez déjà reçu le document? Mais les vaccins vont arriver dans les officines et chez les pharmaciens et les infirmières en cours de livraison, donc ça va débuter officiellement la vaccination le 15 octobre. Des nouveaux vaccins dont on ne parlait pas de plus en plus, contre le VRS. Vous avez tous entendu parler d'épidémie de bronchiolite dans les actualités depuis de nombreuses années, qui peut donner des complications respiratoires très importantes chez les petits, mais aussi chez les personnes âgées, complications respiratoires sévères. Et donc il existe maintenant des vaccins approuvés par l'Union européenne contre cet agent infectieux chez les sujets de plus de 60 ans. Un copier-coller de la population à risque de la grippe. C'est pas obligatoire, c'est recommandé. La grippe n'est pas obligatoire, mais recommandé. C'est pareil pour ces vaccins-là. Et chez les nourrissons, on propose aussi, on incite beaucoup la femme enceinte à être vaccinée contre cet agent infectieux pour éviter que son nouveau-né, son nourrisson attrape le VRS quand il va être tout petit, parce que ça peut être très compliqué. Ou alors on peut aussi, ça c'est pas un vaccin, c'est une autre molécule, un anticorps monoclonal, qui peut être systématiquement proposé quand l'enfant vient de naître, il est proposé, c'est obligatoire, et proposé aussi à tous les nourrissons qui sont nés entre janvier 2024 et septembre 2024, parce qu'ils sont à risque d'attraper ce virus, il y a des complications. Donc, si vous avez des enfants, des femmes enceintes dans votre entourage, des tout petits, ça vaut le coup d'évoquer le sujet avec eux pour faire un point, et vous allez voir leur professionnel de santé pour en discuter. Thérapeutique, cancer et vaccin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vaccin HPV, quand c'est sorti, c'était la première fois qu'on liait vaccin et protégé contre les lésions tumorales malignes. Ça, c'est un terrain thérapeutique qui est en train de se développer beaucoup pour certaines pathologies tumorales sévères, par exemple le mélanome, le cancer du pancréas, etc. Cancer du poumon, certaines équipes sont en train de voir qu'en proposant une molécule vaccinale à des patients déjà malades, ça diminue le risque de mort, ça diminue le taux de mortalité. Bon, c'est un des balbutiements, mais c'est une nouvelle piste thérapeutique. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin purement préventif de pathologie tumorale, en dehors, dont on a parlé, le HPV, mais ça ne dépend pas de faire les frottis quand même. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?